Quand on pense aux fortunes qui dirigent le monde, on imagine souvent les manias de la technologie, les oligarques ou encore les familles royales. Mais peu de gens savent que la véritable puissance silencieuse qui façonne les dynamiques économiques et politiques mondiales depuis plus de 2 siècles est celle d'une seule famille, les Rothschild. Cette famille a influencé l'histoire bien plus que tu ne l'imagines. Qui sont-ils vraiment, ces Rothschild? Comment ont-ils amassé une fortune colossale accumulée au fil des générations, qui leur a permis d'obtenir une influence unique sur la finance mondiale? Comment ont-ils bâti un empire qui a défié le temps, résisté aux guerres, aux révolutions ou encore aux crises économiques? Aujourd'hui, nous partons à la découverte de cette dynastie, de ses coups de génie financier et de sa manière qui lui est propre d'influencer les nations. Car au-delà des mythes, il y a une réalité fascinante, celle d'une famille pour qui pouvoir, influence et fortune ne sont pas de simples objectifs, mais une vision transmise de génération en génération. L'histoire des Rothschild débute en 1744 dans le ghetto juif de Francfort, en Allemagne. À cette époque, les ghettos sont des quartiers isolés où la communauté juive est forcée de vivre, à l'écart des autres citoyens. Les juifs allemands font face à des restrictions sévères. Ils n'ont pas le droit de posséder de terre, sont exclus de la plupart des métiers et subissent constamment de la discrimination. Leur présence est tolérée uniquement dans les secteurs jugés utiles, comme le prêt d'argent et la vente de biens de seconde main. Des métiers souvent méprisés par la société chrétienne de l'époque. C'est dans cet environnement que naît Meyer Amschel Rothschild. Comme beaucoup de jeunes garçons de sa communauté, Meyer est destiné à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il devient apprenti dans une banque à Hanovre, où il découvre les rouages de la finance. Son flair pour le commerce et son intelligence naturelle lui permettent de se distinguer dans un secteur où les opportunités se font rares. À son retour à Francfort, il décide de se lancer dans le commerce de textile, l'un des rares métiers accessibles à la communauté juive. Mais Meyer ne tarde pas à entrevoir des opportunités beaucoup plus lucratives, le commerce des pièces d'or et d'argent. Il parvient à se spécialiser dans la vente de pièces rares et antiques, ce qui lui permet de se constituer une clientèle fidèle et de se faire un nom dans le milieu. C'est grâce à ce commerce qu'il attire l'attention d'un client prestigieux, le prince Guillaume de Hesse-Kassel, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Meyer devient le conseiller financier du prince, un poste de confiance qui lui permet de gérer ses fonds, mais également de renforcer son influence. Il utilise une méthode innovante. D'un côté, il achète les pièces de monnaie avant même que le prince ne les lui commande. Et d'un autre, il les lui revend avec une marge de conséquence. Ce procédé lui permet de maîtriser chaque transaction, réalisant ainsi un double profit en se positionnant comme l'acheteur et le vendeur. En peu de temps, Meyer accumule une petite fortune et pose les bases d'un empire familial. Mais il a une vision beaucoup plus grande. Il veut faire des Rothschild une dynastie financière qui survivra aux générations. Pour cela, il élabore une stratégie audacieuse qui va changer le cours de l'histoire de sa famille et du monde de la finance. À la fin du XVIIIe siècle, Meyer Amschel Rothschild prend une décision audacieuse. Il envoie ses 5 fils dans les plus grandes capitales d'Europe pour y établir des branches de la banque familiale. Pour une famille juive, cette stratégie est à la fois risquée et visionnaire. À cette époque, l'Europe est en pleine mutation, marquée par des révolutions, des avancées industrielles et des conflits politiques. Meyer voit dans cette période agitée une occasion unique d'étendre son empire au-delà des frontières de l'Allemagne. Il donne ainsi à chacun de ses fils une mission spécifique. Amschel reste à Francfort pour gérer la maison mère. Nathan est envoyé à Londres, James à Paris, Salomon à Vienne et Karl à Naples. Ensemble, ils poseront les bases d'un réseau bancaire interconnecté, où chaque branche agit de façon autonome tout en restant solidaire. Les fils échangent des informations cruciales grâce à un réseau de messagers privés et même de pigeons voyageurs, un moyen de communication rapide pour l'époque. Ce contrôle de l'information devient leur principal atout, leur permettant de réagir rapidement aux fluctuations de marché et de coordonner leurs investissements. Parmi les frères, Nathan se distingue particulièrement. Arrivé à Londres avec 20 000 livres donnés par son père, il montre une détermination sans faille et débute dans le commerce de textile, secteur en pleine expansion grâce à la révolution industrielle. Mais il voit bien au-delà de cette première étape. En diversifiant ses activités, il se tourne vers les métaux précieux, une décision stratégique qui lui a permis de tripler rapidement le capital confié par son père. Nathan prend des risques considérables, n'hésitant pas à contourner les lois britanniques sur la contrebande pour acheminer des métaux précieux vers le continent. Cette audace, qui aurait pu lui coûter sa carrière, lui permet de consolider sa fortune et d'attirer l'attention des plus grands financiers londoniens. En quelques années, Nathan devient un acteur incontournable de la City de Londres, la place financière la plus influente d'Europe. Et cette ascension fulgurante renforce le réseau des Rothschild, tout en posant les bases d'un empire qui va s'étendre bien au-delà de leurs espérances initiales. L'un des événements les plus marquants dans l'histoire des Rothschild survient en 1815, lors de la bataille de Waterloo. Ce moment est resté dans l'histoire comme l'un des coups de maître de la finance. Alors que les armées alliées se battent contre Napoléon, Nathan, à Londres, voit une occasion exceptionnelle de renforcer sa position et de multiplier sa fortune. Grâce à son réseau de messagers privés, il reçoit la nouvelle de la victoire du général Wellington, qui a terrassé Napoléon bien avant tout le monde. Et plutôt que de révéler cette information, Nathan met en place une stratégie audacieuse pour tirer parti de la panique. Il se rend à la bourse de Londres et fait croire aux autres investisseurs que Napoléon a gagné. La rumeur se propage comme une traînée de poudre, provoquant une panique généralisée. Les investisseurs vendent leurs actions en masse, anticipant une défaite de l'Angleterre, ce qui entraîne une chute des cours. Nathan, lui, attend patiemment. Lorsque les prix atteignent leur niveau le plus bas, il achète massivement des actions pour une bouchée de pain.
Quelques heures plus tard, la nouvelle officielle de la victoire éclate, et les cours repartent à la hausse, générant pour lui un bénéfice colossal. Ce coup de génie transforme Nathan en l'un des hommes les plus puissants d'Angleterre. Cet épisode devient un symbole du contrôle des Rothschild sur la finance. Et la manipulation de l'information en leur faveur suscite l'admiration autant que la crainte. Les Rothschild ont désormais les ressources nécessaires pour financer les gouvernements, influencer les décisions politiques et s'imposer comme les financiers des nations européennes. Après ce coup d'éclat, la réputation de Nathan prend une dimension presque légendaire. Certains murmureront que ce coup est la première preuve du pouvoir occulte des Rothschild. Une idée qui deviendra la base de nombreuses théories et spéculations autour de leurs influences. Alors que l'Europe traverse une période de guerre et de révolution, les Rothschild adoptent une approche unique. Plutôt que de craindre les conflits, ils y voient une opportunité de croissance. Nathan aurait affirmé lui-même que la guerre est le commerce le plus rentable de tous. Pour les Rothschild, les guerres ne sont pas seulement des événements dramatiques. Elles représentent surtout une opportunité de générer des profits substantiels et d'accroître leur influence. Durant les guerres napoléoniennes, leur réseau bancaire international joue un rôle crucial. Contrairement aux autres banquiers de l'époque, les Rothschild peuvent mobiliser des capitaux à travers les frontières en un temps record. Cette capacité leur permet de financer aussi bien les alliés que dans certains cas les partisans de Napoléon. Pour eux, l'essentiel est de tirer profit de chaque situation sans prendre parti, en restant finalement présent partout. L'exemple le plus marquant est leur rôle dans le financement de la campagne du général Wellington, qui avait battu Napoléon à l'époque, rappelle-toi. Lorsque les troupes britanniques manquent d'or pour payer les soldats et acquérir des ressources en Espagne, Nathan propose une solution. Il fournit les fonds nécessaires aux troupes anglaises, et ce moyennant un taux d'intérêt élevé. Cette opération le rendant indispensable aux yeux du gouvernement britannique, qui voit en lui un allié essentiel pour la défense de la nation. Les Rothschild jouent habilement des alliances et des inimitiés des gouvernements. Ce jeu d'équilibre leur permet de rester en position de force en Europe, même lorsqu'ils financent des camps rivaux. Cette indépendance financière et cette capacité à négocier avec tous les gouvernements leur confère un pouvoir sans précédent, suscitant une fascination mais également une méfiance croissante de la part des élites politiques. En prêtant des fonds en période de crise, les Rothschild s'assurent une emprise discrète mais efficace sur les nations endettées. Par leurs prêts et leur influence, ils deviennent un pilier de l'Europe en pleine transformation, une dynastie financière que même les rois et empereurs consultent. Leur puissance devient si grande que certains commencent à craindre leur pouvoir et leur influence cachée, alimentant ainsi les premières théories de conspiration qui entourent la famille. Au XIXe siècle, l'Europe entre dans une ère de modernisation rapide avec l'essor de l'industrialisation. Dans cette transformation économique, les Rothschild voient une occasion en or d'élargir leur emprise au-delà des prêts et des obligations d'État. Ils investissent massivement dans des infrastructures essentielles de cette période, en particulier dans les chemins de fer, un secteur en plein essor qui symbolise le progrès industriel. Grâce à ces investissements, les Rothschild ne sont plus seulement des banquiers, ils deviennent des acteurs clés de la révolution industrielle. À Paris, James Rothschild se lance dans le développement du chemin de fer du Nord, qui relie la capitale française à la capitale belge, facilitant le transport des marchandises et stimulant le commerce transfrontalier. De son côté, Salomon à Vienne comprend que l'Autriche a besoin de fortes productions de métaux pour rivaliser avec les autres puissances industrielles. Il investit donc dans la sidérurgie dans les mines, sécurisant ainsi les approvisionnements en matières premières pour l'industrie autrichienne. Avec leurs investissements stratégiques, les Rothschild deviennent indispensables aux économies européennes, assurant une emprise sur les secteurs vitaux de l'époque. Mais c'est dans le canal de Suez que les Rothschild vont réaliser l'un des meilleurs investissements et l'un des plus visionnaires. Ce passage maritime reliant la Méditerranée à la mer Rouge révolutionne le commerce entre l'Europe et l'Asie, réduisant considérablement les temps de transport. La famille Rothschild finance une partie importante de la construction de ce canal, s'assurant un rôle clé dans le commerce international et renforçant ainsi leur influence mondiale. Ce contrôle d'infrastructures stratégiques suscite des tensions avec d'autres grandes familles européennes et américaines, notamment celles des Rockefeller et des Vanderbilt. D'ailleurs, si tu souhaites que j'étudie les histoires de ces familles ou d'autres, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ces familles voient d'un mauvais œil la montée en puissance de la famille Rothschild, qui semble décidée à imposer son emprise sur le commerce mondial. En sécurisant des parts dans des projets d'envergure, les Rothschild diversifient également leurs sources de revenus. Cette diversification est une stratégie astucieuse pour assurer la pérennité de leur empire face aux crises économiques et aux conflits. À la fin du 19e siècle, leur influence s'étend de l'Europe aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient, où leurs investissements dans les mines et le pétrole commencent à prendre de l'ampleur. Le début du XXe siècle marque une période de défi pour les Rothschild. La montée en puissance des banques américaines, avec des dynasties comme les Morgan ou les Rockefeller, cela remet en question leur domination sur le marché mondial. Les États-Unis deviennent le nouveau centre de la finance, reléguant progressivement Londres et Paris au second plan. Toutefois, les Rothschild maintiennent une forte influence en Europe et continuent de financer les gouvernements et des projets industriels majeurs. Mais au-delà de la concurrence américaine, un autre problème grandissant pèse sur la famille, l'antisémitisme en Europe, qui atteint des niveaux alarmants dans les années 1930. En Allemagne, les nazis considèrent les Rothschild comme des symboles de la finance internationale juive et les accusent d'être responsables des crises économiques. Avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les banques et les propriétés des Rothschild en Allemagne sont confisquées et plusieurs membres de la famille sont contraints de fuir le pays pour éviter la persécution. En France, la branche parisienne est également menacée lorsque l'armée allemande envahit le pays en 1940. Les propriétés des Rothschild sont saisies par le régime de Vichy et certains membres de la famille sont emprisonnés ou déportés. La Seconde Guerre mondiale porte un coup sévère à leur empire, mais grâce à leur prudence,
ils ont pu transférer une partie de leur fortune à l'étranger, avant que les nazis ne s'emparent de leurs biens. Les nazis cherchent à s'emparer des archives bancaires des Rothschild pour découvrir leurs secrets financiers et leur réseau. Ils espèrent y trouver des informations sur leurs méthodes de spéculation et leurs relations avec d'autres élites mondiales. Mais les Rothschild, en maîtres de la discrétion, ont pris soin de cacher leurs archives les plus précieuses et de sécuriser leurs actifs, rendant l'accès à leur réseau presque impossible. Malgré ces pertes, les Rothschild parviennent à maintenir une part de leur influence après la guerre. Le réseau bancaire qu'ils avaient minutieusement construit a survécu, et même affaiblis, ils parviennent à regagner une partie de leurs biens en Europe. Leur résilience leur permet de surmonter cette période sombre et de continuer à investir dans la reconstruction de l'Europe d'après-guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Rothschild se retrouvent dans un monde profondément transformé. Le centre de gravité économique s'est déplacé vers les États-Unis, mais la famille décide de reconstruire en Europe en adoptant une stratégie de diversification encore plus poussée. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les prêts d'État, ils investissent dans la gestion d'actifs et créent des fonds d'investissement pour leurs clients les plus fortunés. À Londres, ils fondent Heritage Capital Partners, un fonds privé d'investissement qui leur permet de diversifier leurs placements dans des secteurs prometteurs comme la technologie, l'immobilier ou encore la santé. Ce fonds devient rapidement l'un des plus influents d'Angleterre, attirant des investisseurs du monde entier. En France, la branche parisienne se réinvente également, en mettant l'accent sur les services de gestion de fortune pour les familles riches et les grandes entreprises. La diversification ne se limite pas aux services financiers. La famille Rothschild acquiert des domaines viticoles prestigieux en France, comme le château Mouton Rothschild et le château Lafite Rothschild, qui deviennent des marques de vin réputées dans le monde entier. Cette diversification dans les industries du luxe et de l'art de vivre est non seulement profitable, mais elle permet également de consolider leur image de famille d'élite. Malgré leur positionnement discret, les théories autour des Rothschild continuent de prospérer. Certains leur prêtent un rôle central dans les grandes institutions financières telles que la Banque mondiale ou encore le Fonds monétaire international. D'autres les accusent de manipuler les gouvernements de l'ombre pour imposer un nouvel ordre mondial. Ces spéculations, bien que sans preuve, contribuent à alimenter leur mystère et leur image de dynastie quasi intouchable. Si tu as des éléments contraires, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. J'ai pas trouvé suffisamment de ressources et suffisamment d'arguments pour pouvoir te les partager ici. Et évidemment, si la vidéo te plaît, je t'invite à aimer et à t'abonner. C'est un super soutien. Aujourd'hui, les Rothschild sont devenus des experts de la discrétion. Alors que leurs investissements s'étendent dans des domaines variés, ils évitent les feux de la rampe. À l'inverse de leur début flamboyant, leur influence se fait aujourd'hui à travers des fonds privés et des entreprises familiales, loin des projecteurs médiatiques. Leur modèle s'appuie désormais sur la prudence et la diversification, loin des prises de risques agressives de leurs ancêtres. L'argent est la nouvelle royauté, les banques sont nos châteaux, aimait dire la famille. En retraçant le parcours des Rothschild, on découvre une famille qui a su transformer des opportunités en un empire qui défie le temps et les crises. Cependant, les légendes et spéculations autour de cette famille ont créé un mystère qui dépasse de loin la réalité. Si les Rothschild continuent d'exercer une influence dans certains cercles financiers, leur pouvoir n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, leur héritage est moins lié au contrôle des gouvernements qu'à leur capacité de s'adapter et à évoluer. Leur discrétion et leur prudence sont devenues des signatures. Et leur présence dans les grandes entreprises de gestion de fortune et les fonds d'investissement montre que leur modèle repose désormais sur une approche long terme, loin de l'image de puissance occulte que certains voudraient encore leur attribuer. Au final, la question n'est plus de savoir si les Rothschild contrôlent réellement le monde. Ce que l'on retient, c'est l'histoire d'une famille qui a su réinventer le pouvoir, passant d'un petit commerce de monnaie dans le ghetto de Francfort à un réseau financier mondial. Un modèle qui, même s'il n'a plus la même portée aujourd'hui, continue de susciter fascination, respect et parfois crainte. Je suis curieux d'avoir ton avis sur ce reportage dans l'espace commentaire. Et évidemment, si ça t'a plu, n'hésite pas encore une fois à aimer, t'abonner. C'est un énorme soutien pour moi et n'oublie pas que c'est nous, la nouvelle bourgeoisie. Adieu les Rothschild.